Comment ta femme a-t-elle pu partir le jour même de notre arrivée? Appelle-la immédiatement. À Toula, pendant l'été brûlant de 2021, l'air vibrait au-dessus du bitume, comme dans un rêve trop chaud pour être réel. Masha, 25 ans, rédactrice freelance, prenait la route vers la datcha d'amis communs avec un sac rempli de livres, de plots de laine et de petits projets qu'elle n'osait raconter à personne. Elle adorait tricoter en regardant de vieux films soviétiques, écrire des phrases qu'elle ne montrait à personne et s'inventer des voyages dans des pays qu'elle n'avait encore jamais vus. Elle était de celles qui semblent calmes au premier regard, mais qui portent à l'intérieur un monde immense. Ce jour-là, elle ne savait pas encore qu'en quelques secondes, sa vie allait prendre un virage brutal, absurde, presque comique et pourtant décisif. Au milieu du jardin, entre les pommiers, les massifs de framboises et l'odeur du charbon chaud près du barbecue, elle rencontra Artyom. Il avait 27 ans, travaillait comme administrateur système, parlait peu, regardait beaucoup et possédait ce mélange de gentillesse sincère et de maladresse touchante qui désarme immédiatement. Leur rencontre aurait pu sortir d'une comédie romantique. Alors qu'il transportait un seau de framboises fraîchement cueillies, il trébucha sur une racine et renversa tout sur Masha. En une seconde, son t-shirt blanc fut éclaboussé de taches rouges. Il pâlit, bafouilla des excuses, chercha ses mots, prêt à mourir de honte. Mais au lieu de se mettre en colère, Masha éclata de rire et lança « Parfait, maintenant je suis officiellement la reine des fruits rouges ». Cette phrase changea tout. Parce qu'à partir de là, ils ne cessèrent plus de parler. Ils discutèrent jusqu'au milieu de la nuit sur la véranda, pendant que le jardin s'assombrissait doucement et que les autres invités disparaissaient un à un dans la maison. Elle lui parla de Haruki Murakami, de ses carnets, de ses rêves d'écriture, de son envie secrète d'écrire un roman un jour. Lui parla des serveurs qui tombent en panne à 3 heures du matin, des clients impossibles, de son projet encore vague de créer un service informatique à lui, quelque chose de stable, de solide, de construit de ses propres mains. Ils découvrirent avec étonnement qu'ils collectionnaient tous les deux les figurines de chouettes. Cela les fit rire comme des enfants. 2 adultes ordinaires, dans une ville ordinaire, qui avaient pourtant l'impression étrange et magnifique de se reconnaître. 1 an et demi plus tard, en décembre 2022, ils se marièrent. Le mariage n'avait rien d'extravagant, mais tout y était sincère. À un petit café du centre de Toula, quelques amis proches, des membres de la famille, un gâteau surmonté de 2 petites chouettes, de la musique des années 80, des danses maladroites, des coupes de champagne levées un peu trop haut, des rires, des photos floues, et cette sensation rare d'être exactement à la bonne place, au bon moment, avec la bonne personne. Masha portait une robe simple, lumineuse comme elle. Artyom, peu habitué au costume, passait son temps à ajuster sa cravate. Il parlait déjà de l'avenir comme si tout allait enfin commencer. Elle rêvait d'écrire, de voyager, d'apprendre le japonais. Lui rêvait de lancer son entreprise, d'aller dans le Caucase, de construire une vie tranquille mais belle. Ensemble, ils parlaient du Japon comme d'un mirage merveilleux, d'un endroit où tout semblait plus fin, plus délicat, plus profond. Mais, dans l'ombre de cette vie naissante, se tenait déjà quelqu'un qui n'avait aucune intention de laisser ce bonheur se développer librement. La mère d'Artyom, Raïssa Ivanovna, une femme redoutable. Le genre de personne qui entre dans une pièce et qui, sans hausser la voix, impose immédiatement sa présence comme une autorité naturelle. Elle avait cette énergie brutale des gens persuadés d'avoir toujours raison. Dans son esprit, une épouse devait être une vraie maîtresse de maison. Cuisiner, recevoir, faire des conserves, entretenir la maison, aller à la datcha, se lever tôt, ne pas discuter, et surtout, ne jamais oublier que la famille du mari passe avant tout. Pour elle, Masha n'avait rien d'une épouse idéale. Trop douce, trop rêveuse, trop intellectuelle, pas assez domestique, pas assez docile, pas assez utile, selon ses critères. Au début, Masha essaya. Vraiment. Elle supporta les remarques sur ses plats, sur ses tricots, sur ses habitudes, sur son travail de rédactrice que Raïssa appelait avec mépris « écrire des petits textes pour Internet »,
Quand Masha faisait cuire des pommes de terre, elles n'étaient jamais assez dorées. Quand elle préparait quelque chose de ses mains, c'était trop compliqué, trop prétentieux ou, au contraire, pas sérieux. Même ses couvertures tricotées devenaient un sujet d'attaque. Son plaid, qu'elle avait mis des semaines à confectionner, fut un jour qualifié de « truc maigrelet sans allure ». Masha souriait, encaissait, se taisait. Mais à l'intérieur, l'accumulation commençait à la briser. Puis arriva le jour qui fit exploser ce fragile équilibre. Un samedi matin, dans leur petit appartement, Masha rangeait des livres sur une étagère. Elle avait prévu une journée simple mais importante pour elle. Retrouver son amie Larissa, aller dans une librairie assister à une présentation autour de la culture japonaise, boire un thé, respirer un peu, exister en dehors du rôle de femme parfaite qu'on essayait de lui imposer. Artyom entra dans la pièce, avec cet air nerveux qu'elle commençait à connaître. Il triturait le bord de son t-shirt, évitait son regard. Elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Tu fais quoi aujourd'hui » demanda-t-il. Elle répondit naturellement qu'elle allait en ville avec Larissa pour une conférence sur le Japon. Il hésita encore quelques secondes avant de lâcher la phrase qui allait tout faire basculer. « Maman et papa viennent aujourd'hui. Ils sont déjà en route. » Le silence fut immédiat. Un silence lourd, coupant, presque violent. Masha laissa tomber le livre qu'elle avait en main. Elle le regarda sans parler pendant une seconde, puis demanda d'une voix tendue « Comment ça? Déjà en route ?» Artyom tenta de minimiser. « Ce sont mes parents. Maman voulait nous voir. » Mais Masha sentit monter en elle cette colère qu'elle retenait depuis des mois. Pas seulement à cause de la visite, à cause du manque de respect, du fait accompli, du réflexe permanent de tout organiser autour de sa mère sans jamais lui demander son avis. Elle se revit lors de la précédente visite, coincée pendant des heures entre les remarques sur les conserves, les critiques sur la cuisine, les piques sur sa façon de vivre. Elle se revit debout dans sa propre maison comme une invitée mal jugée. Et cette fois, quelque chose en elle refusa. « Je ne resterai pas », dit-elle fermement. Artyom cligna des yeux, déstabilisé. « Quoi? Où tu vas ?» Chez Larissa. « Débrouille-toi avec tes parents. » Elle prit son sac, claqua la porte et sortit avant même qu'il n'ait le temps de répondre. Dans la rue, son cœur battait fort. Elle appela Larissa en marchant vite, presque sans voir où elle allait. Sa voix tremblait encore de rage. Larissa, énergique, directe, incapable de supporter l'injustice, comprit tout de suite. Elle lui dit de la rejoindre immédiatement. « Ça suffit, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Viens. On va boire un café et aujourd'hui, tu ne penses qu'à toi. » Pendant ce temps, dans l'appartement, Artyom se retrouva seul face à l'urgence. Le réfrigérateur était presque vide. 2 yaourts, un demi-bocal de cornichons, pas de quoi nourrir ses parents. Il se mit à paniquer. D'ordinaire, Masha savait toujours improviser quelque chose. Des pommes de terre, une salade, des raviolis, n'importe quoi. Mais là, il était seul. Et pour la première fois, il réalisait à quel point il s'était reposé sur elle sans même en avoir conscience. En catastrophe, il commanda à manger. Brochettes, pommes de terre rustiques, gâteau au chocolat. Le fameux gâteau Prague, celui que sa mère aimait tant. Quand ses parents arrivèrent, l'atmosphère se glaça immédiatement. Raïssa Ivanovna entra comme un inspecteur venu relever toutes les fautes. Son regard balaya les lieux, s'arrêta sur les boîtes en plastique posées sur la table, puis sur l'absence de Masha. Son visage se durcit. « C'est ça le dîner ?» lança-t-elle avec un mépris tranchant. « Des boîtes en plastique ? Et où est ta femme ?» Artyom répondit timidement qu'elle était sortie avec une amie, qu'elle avait déjà quelque chose de prévu. Mais Raïssa explosa. Pour elle, c'était impensable. Une épouse n'abandonne pas son mari le jour où ses beaux-parents arrivent. Une épouse accueille. Une épouse cuisine. Une épouse sert. Une épouse se tait. Tout le reste était, à ses yeux, une humiliation. Elle commença à s'emporter de plus en plus fort. Elle accusa Masha de manquer de respect, de mépriser la famille, d'être paresseuse, inapte, mal élevée. Le père d'Artyom, Igor Petrovitch, tenta vaguement de calmer la situation, mais son intervention se perdit dans le flot de reproches.
Puis Raïssa donna l'ordre qui, sans le savoir, allait tout précipiter. Appelle-la immédiatement, qu'elle revienne tout de suite et fasse ce qu'une femme doit faire. Artyom resta figé devant son téléphone. Il appela. Masha ne répondit pas. Il rappela. Toujours rien. Raïssa se mit à crier encore plus fort. Elle lui reprocha son absence d'autorité. Elle lui demanda quel genre d'homme il était s'il n'était même pas capable de tenir sa femme. Et c'est là que quelque chose, enfin, se produisit. Une fracture, un réveil. Peut être tardif, peut être imparfait, mais irréversible. Artyom regarda sa mère, puis la table, puis l'appartement. Il revit Masha, patiente, souriante malgré tout, encaissant les humiliations, sacrifiant ses week-ends, reportant ses propres projets. Il revit son plaid bleu qualifié de ridicule. Ses livres dénigrés, son travail méprisé, ses rêves réduits à des caprices. Et pour la première fois de sa vie, quelque chose en lui refusa de céder. « Ça suffit, maman », dit-il. La pièce entière sembla se figer. Raïssa le fixa comme si elle n'avait pas compris les mots. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Cette fois, il répéta plus clairement. « J'ai dit, ça suffit. Masha a le droit d'avoir sa vie. Elle avait des projets aujourd'hui. Je ne l'ai pas prévenue. C'est ma faute. »